Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est une information sportive qui fait le titre de notre journal aujourd'hui. Et il ne s'agit pas d'une victoire d'Eddy Merckx, au moins pour le moment. L'équipe de France d'athlétisme mène devant celle des États-Unis et hier soir à Colombes, les Français ont remporté 7 victoires et les Américains 3. Ces performances françaises sont de très bonne tenue puisque plusieurs records de France ont été battus et l'on a même frisé des records du monde. Bien sûr, le match n'est pas terminé, mais d'ores et déjà, on peut dire que c'est une bonne surprise que nous ont offert hier soir les athlètes français, surtout dans le 100 mètres, le 4 x 100 mètres, le poids et le 400 mètres haies. Claude Médieux assistait à cette rencontre. À tout seigneur, tout honneur, le nouveau capitaine de l'équipe de France, Pierre Colnard, allait se distinguer au deuxième essai, 19 mètres 70, nouveau record de France, et du même coup, les deux Américains derrière lui. La première course était celle du 400 mètres haies qui opposait le nouveau recordman du monde man à Jean-Claude Nallet, en blanc. Le Français allait remporter la victoire en réalisant 48 secondes, 6 dixièmes, troisième performance de tous les temps. Au 100 mètres, si Croquette est parti très rapidement, après 60 mètres de course, Sarter va prendre le meilleur sur lui, ainsi que Fenouil. Premier et troisième. Les 20 000 spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Le relais 4 x 100 mètres. La technique des Français va-t-elle avoir raison de la classe des Américains? Sarter confirme son excellent 100 mètres face à Croquette. Si Vaughan remonte un petit peu Bourne, celui-ci va transmettre dans de bonnes conditions à Fenouil. La lutte va être terrible et regardez bien. Après ce relais des Américains, suivez le nouveau. C'est là que les États-Unis vont perdre la course car Turner va partir arrêté. Il n'avait pas attendu assez longtemps Hart. Fenouil donne à Mess qui est lancé. Mess va franchir en vainqueur la ligne d'arrivée. Au saut en longueur, Pagny gagne avec 8 mètres 05. Touré deuxième avec 7 mètres 82 et 1 cm d'avance sur l'Américain derrière lui. Le quatrième, 7 mètres 80. Au 5000 mètres, Vadou voulait faire une grande course. Après être passé en 10 minutes 48 secondes 2 dixièmes, on pensait que le Français pourrait approcher le record d'Europe de Northport. Le temps du 4000 mètres étant tout à fait remarquable. En fait, malgré Riley, que le Français va voir maintenant en point de mire, Vadou effectuera les 200 derniers mètres en 33 secondes. Son temps, 13 minutes 28 secondes. Il est à 4 dixièmes du record de France de Jazzy. Mais Vadou a terminé fatigué. Aura-t-il récupéré pour le 1500 mètres de ce soir? La France mène de 6 points, c'est inespéré. Elle mène de 6 points car Villain va gagner en 8 minutes 33 secondes le 3000 mètres steeple. La France mène donc de 6 points ce soir. Ce soir, partez de bonne heure pour aller à Colombes. Le match est fantastique et la deuxième journée doit être favorable aux Américains. Mais tout de même, il serait dommage que vous ne soyez pas à Colombes à 20h15 pour le début de la réunion. Ici, Villain qui termine en vainqueur, bien sûr, son 3000 mètres steeple, son temps 8 minutes 33 secondes. Guy Texereau sera troisième. Eh bien, Claude Médieux vous l'a dit, je pense que c'est ce soir qu'il faudra vraiment aller encourager à Colombes, si vous pouvez venir bien sûr, les athlètes français, un beau match en perspective. Et nous en aurons terminé pour le sport, quand je vous aurais dit qu'au Tour de France, Eddy Merckx est en excellente santé et qu'il a pris le départ pour l'étape de montagne Grenoble-Gap. Voyons maintenant les autres points importants de l'actualité. Le budget de la France pour 1971 reste aujourd'hui en bonne place. Hier, le Conseil des ministres examinait le premier volet de ce budget concernant les dépenses et c'est en septembre, après étude du dossier, que l'on connaîtra les taux d'augmentation exacts attribués aux différents ministères. Mais on sait déjà qu'il n'y aura pas d'impôt nouveau cette année pour le contribuable français. François-Henri Duvirieux, vous avez rencontré le principal responsable de ce budget, le ministre des Finances, M. Valéry Giscard d'Estaing, et hier vous étiez bien entendu à la sortie du Conseil des ministres. Oui, alors la première chose qu'il faut dire, je crois, c'est que ce Conseil des ministres d'hier n'a pas pris de véritables décisions. Il a simplement fixé l'ordre de grandeur des dépenses de l'État pour l'année 1971. Si M. Pompidou avait
écouté les doléances de tous ces ministres dépensiers, il aurait fallu que le budget de 1971 soit supérieur, nous vous l'avons dit hier, de 14% à celui de 1970. Et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il aurait fallu le fixer à 182 milliards de francs. Or, vous l'avez dit, le gouvernement ne veut pas augmenter les impôts des Français. Donc, il n'y a qu'une solution, il faut freiner les dépenses. Car si le train de vie de l'État ne dépasse pas l'augmentation de la richesse de la France, alors il n'y a pas besoin de créer de nouveaux impôts, tout au moins de nouveaux impôts nationaux, parce que vous savez que les impôts locaux, c'est une autre histoire, ils augmentent très vite ces dernières années. Alors tout le problème, donc, pour le Conseil des ministres d'hier, consistait à essayer de prévoir de combien la richesse de la France va s'accroître en 1971. Monsieur Giscard d'Estaing, au début des travaux de préparation du budget, avait dit « tablons donc sur une base de 7%. » Et hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a changé d'avis, notamment sur le conseil du président de la République. Et finalement, on a estimé que l'accroissement de la richesse nationale serait compris à peu près entre 8 et 9%. Et par conséquent, les ministres seront autorisés à dépenser 8 à 9% d'argent de plus qu'en 1970. Oui, mais ce pourcentage d'augmentation ne sera pas réparti également sur tous les ministères. Il y a donc des secteurs privilégiés, peut-être. Oui, il y en aura 3, si vous voulez. Il y aura le téléphone, parce que, vous savez, il marche très mal en France. Il y aura les routes, parce qu'elles ont besoin d'être entretenues et qu'elles sont utiles à l'industrialisation. Et il y aura enfin les aides à la décentralisation industrielle, parce qu'il y a trop d'usines à Paris et dans le nord-est de la France, et pas assez sur le reste du territoire. Or, M. Pompidou veut que la France devienne un grand pays industriel pendant la durée du 6e plan, c'est-à-dire pendant son septennat. C'est pourquoi il a réussi à convaincre M. Giscard d'Estaing que 7% d'augmentation des dépenses budgétaires, ce n'était pas assez. Et il a dit à M. Giscard d'Estaing qu'il lui souhaitait diminuer les impôts des Français. Mieux vaudrait renoncer à diminuer ces impôts que de rater l'équipement et l'industrialisation du pays en s'en tenant à 7% de progression des crédits budgétaires. Bien. Mais il y a également, en professeur de Virieu, depuis hier, une affaire qui vient de rebondir et que certains appellent déjà le scandale de la Villette, le scandale des abattoirs. Il serait question, et fortement question, je crois, de détruire les installations, donc ultramodernes, de la Villette, alors que la facture s'élève déjà à 1 milliard de francs lourds. Alors on peut se poser la question, comment a-t-on pu en arriver là? Je crois qu'avant de dire comment on a pu en arriver là, il faut dire que il est bien question en effet de détruire les abattoirs de la Villette, mais il en est question dans des rapports d'experts. M. Chaban-Delmas, lui, n'a pas pris sa décision et selon toute vraisemblance, il ne la prendra pas avant la rentrée, car c'est une affaire qui mérite réflexion. Alors vous avez raison, je crois qu'on peut dire que c'est là la plus grave erreur d'équipement économique de la France qui a été faite depuis l'avènement de la Ve République. Et vous avez raison, la question qui se pose, c'est comment a-t-on pu en arriver là à une époque où on dispose tout de même de moyens de prévision, de moyens modernes de prévision et d'enquête. Alors, il était certainement nécessaire de remplacer l'ancien abattoir et l'ancien marché de la Villette qui avait été construit par Napoléon Ier et qui était composé d'un certain nombre d'échaudoirs qui étaient malsains, qui étaient sales, et certainement il fallait les remplacer. Mais on a vu trop grand, on a fait une réalisation de prestige. Et le gouvernement, en tout cas, a fait 2 erreurs. La première était une erreur de prévision. On a surestimé la production de viande et on a fait à la Villette un abattoir, on a prévu à la Villette un abattoir géant aux dimensions nationales, même internationales, puisqu'il pouvait traiter à partir de 72 120 000 tonnes par an, ce qui est colossal. Mais en même temps qu'on laissait se construire cet abattoir, et c'est là la deuxième erreur du gouvernement, c'est un manque de courage politique. En même temps qu'on construisait cet abattoir géant à Paris, on laissait se construire d'autres abattoirs dans des petites localités de France en cédant à la pression des élus locaux. Et le résultat est que plus on bâtissait à la Villette, et moins il y rentrait d'animaux, n'est-ce pas? C'est absurde. Et dernier point, je crois qu'on peut dire que la construction a été extrêmement coûteuse à la Villette, car on a voulu reconstruire sur place, on a construit sur un terrain qui était relativement étroit, 55 hectares à Paris, ce n'est pas très grand, et comme on construisait sur un terrain étroit, il a fallu construire en hauteur. Et la construction en hauteur, ça coûte toujours très cher, alors qu'aux États-Unis, par exemple, les marchés et les abattoirs sont installés à même le sol, et par conséquent coûtent beaucoup moins cher. Oui, mais on pouvait quand même, il y a un moment où on pouvait faire une marche arrière, on s'est aperçu quand même que c'était un gouffre, que c'était vraiment une opération perdue. Pourquoi n'a-t-on pas fait marche arrière et quand pouvait-on le faire? Oui, on s'en est aperçu, on s'en est même aperçu presque au début de l'opération. Moi, je me souviens très bien que M. François Missoff, qui était à l'époque, en 1961, secrétaire d'État au commerce intérieur, a dit « La Villette, c'est trop cher et la Villette, ça ne servira à rien, ce sera une erreur de poursuivre ce projet ». Alors, il y a eu une très très longue controverse à l'intérieur du gouvernement sur ce point et le ministre des Finances a fait remarquer qu'on avait déjà engagé 1,4 milliard de francs anciens dans l'affaire et que ce serait une folie de faire marche arrière.
C'est donc en connaissance de cause que le gouvernement a décidé, après une longue délibération, de poursuivre le projet. Et aujourd'hui, la facture, les crédits engagés, ce n'est plus 1,4 milliard d'anciens francs, c'est 1,4 milliard de nouveaux francs. 1 milliard déjà investi, 350 millions restant à investir pour achever les travaux. Et pourtant, il aura fallu attendre décembre dernier pour que les conseillers de Paris tirent la sonnette d'alarme. Ils avaient constaté qu'il faudrait subventionner l'abattoir pour qu'il puisse fonctionner. Bon, donc, en fin de compte, la décision est attendue pour septembre, pas avant, la décision officielle. Probablement, car les conseillers de Paris ont maintenant remis l'affaire au gouvernement. Ils ont fait cadeau de leur terrain de 55 hectares à l'État et maintenant la décision est à M. Chaban-Delmas. À votre avis, en tout cas, les abattoirs seront fermés. Si je me fie sur le contenu du rapport technique, certainement. Bien, merci François-Henri de Virieu. Et pour clore ce chapitre maintenant, en bref, quelques nouvelles sociales et politiques. À Orly, les manutentionnaires d'Air France sont toujours en grève. 22 vols sont annulés aujourd'hui par la compagnie. Et il est à noter que depuis maintenant près de 2 mois, des grèves en débrayage, eh bien, le trafic à Orly est quand même sérieusement perturbé. Cet après-midi, patrons et syndicats doivent se rencontrer à Paris pour signer un important accord concernant la formation professionnelle. La CFDT demeure, elle, et seule réticente, mais devrait en principe se joindre aux autres syndicats. Le comité exécutif du Parti radical s'est réuni ce matin à Paris et à cette occasion un communiqué fait savoir que M. Jean-Jacques Savant-Schreiber demeure secrétaire général du Parti radical et ce malgré les charges nouvelles que vont lui amener son mandat de député. Pour l'information générale maintenant, ou plutôt disons pour l'information judiciaire, l'actualité nous ramène à cette affaire de Puy-Ricard. Arlette Boulbès, Sauveur Padovani et Gaston Costaras, dit Jolexois, comparaissent devant les juges et les jurés d'Aix-en-Provence pour le meurtre présumé de Lucie Isoard. Vous connaissez maintenant bien l'affaire, mais ce matin, sachez qu'il y a eu une suspension d'audience à la suite d'un incident assez violent entre les avocats de la défense et un témoin, un capitaine de gendarmerie. Le capitaine, harcelé, semble-t-il, par les avocats de la défense, laissait échapper « Il y a une différence entre vous et moi, je ne suis pas payé pour dire ce que je ne pense pas ». Et les défenseurs ont alors quitté la salle en demandant des excuses immédiates. On attendait du spectaculaire, eh bien ce n'est finalement pas de l'un des 3 accusés qu'est venu le premier incident. Au matin de cette seconde journée d'audience, il est toujours aussi difficile de dire ce qu'il y a au-delà des visages des inculpés qui ont essayé de jouer au personnage de roman policier revus et corrigés par Pagnol. Dans la grande salle des assises, on s'est employé hier à cerner la personnalité des inculpés, en particulier celle d'Arlette Boulbès qui semble la plus intelligente des 3. Arlette Boulbès qui dès son enfance aurait vécu dans un milieu de débauche. Elle s'est défendue hier d'avoir monnayé ses charmes comme le dit l'enquête. Arlette, la quarantaine venue, s'est découvert une vocation de dame de compagnie pour vieillards esselés. Vocation récompensée, certes, puisque ces vieillards souvent la couchaient sur leur testament. Elle a nié hier avoir hâté leur mort. Elle a dit « À un âge avancé, la mort n'est pas forcément un accident ou un crime ». Un vieillard est même venu témoigner quelle était leur providence. Son dernier protégé était le vicomte de Régis, que la justice qualifie de libertin du XVIIIe siècle. Là aussi, elle soutient qu'elle était simplement en relation d'affaires avec lui, car elle voulait acheter son château. La Providence ne veillait pas sur Lucie Isoard, la gouvernante du château. Le 29 juillet 1969, elle était écrasée par une idée 19 blanche. Le médecin légiste est venu dire que la blessure infligée par la voiture à Lucie Isoard n'était pas mortelle. Elle a été tuée parce qu'elle a été malencontreusement projetée contre une souche d'arbre. Les inculpés sont poursuivis non pour meurtre, mais pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour les nouvelles de l'étranger maintenant, eh bien, peu d'informations en ce qui concerne les 2 points chauds, c'est-à-dire l'Indochine et le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, pourtant, l'aviation israélienne a attaqué une base de fusée SAM 2 au nord du canal de Suez. Et pour l'Indochine, les forces thaïlandaises sont en état d'alerte dans le nord du pays, à la suite, disons, d'une concentration importante de troupes Viet Cong dans la région. Mais en rapport avec les affaires du Vietnam, on parle encore beaucoup aujourd'hui aux États-Unis des mauvais traitements infligés à ces prisonniers Viet Cong et nord-vietnamiens dans le bagne de Pulo Condor. Je vous rappelle que ce sont des sénateurs américains qui ont soulevé l'affaire en réussissant à pénétrer dans ce camp. Mais par ailleurs, on apprenait que les troupes sud-vietnamiennes avaient libéré un contingent de prisonniers Viet Cong. Et pour cette occasion-là, la presse était convoquée. 86 prisonniers nord-vietnamiens, dont 24 civils, des pêcheurs détenus depuis 1965 pour avoir pénétré illégalement dans les eaux territoriales du Sud-Vietnam, ont donc été relâchés. Les prisonniers ont été embarqués mardi à bord d'une péniche de la marine sud-vietnamienne à destination de la zone démilitarisée
où ils ont été débarqués et libérés durant une brève période de cessez-le-feu. C'est la première libération par les voies maritimes effectuée par le gouvernement de Saigon depuis juin 1967. La destruction du pont sur la rivière Benai au centre de la zone démilitarisée interdit depuis les libérations par voie de terre. Nous en arrivons maintenant pour cette édition à des sujets moins graves et plus en rapport peut-être avec cette actualité que nous connaissons bien, c'est-à-dire les vacances, le plein air, le sport et aussi les manifestations sportives qui reviennent chaque année à pareille époque aux apparitions des beaux jours. Il en est ainsi pour le 18e Tour de France aérien des jeunes pilotes qui débute samedi. C'est une manifestation organisée par la Fédération française de vol à moteur. Le Tour de France de vol à moteur pour les jeunes pilotes est une épreuve organisée par la Fédération française de vol à moteur pour consacrer la régularité de l'enseignement qui est donné dans les aéroclubs. Depuis quand existe-t-il? Il existe depuis 1953. Et pourquoi avoir fait un Tour de France? Eh bien, on a fait un Tour de France parce que nous avons estimé à la Fédération qu'il fallait montrer aux jeunes ce que c'était que le voyage aérien. Ils le connaissent déjà beaucoup mieux maintenant, mais au début, eh bien, cela paraissait tout de même quelque chose d'assez hasardeux et exceptionnel de voyager en avion vers les années 53 et 54. Comment va-t-il se dérouler sur le plan pratique? Sur le plan pratique, cette année, pour la première fois, les jeunes pilotes de moins de 21 ans seront seuls à bord. Il est bien évident que nous avons pris des précautions, parce que jusqu'à maintenant, il y avait des accompagnateurs qui étaient là uniquement pour veiller à la sécurité et pour éventuellement prendre l'avion en main en cas de besoin. Mais nous estimons que c'est absolument inutile. Mais d'autre part, j'ai fait le découpage des étapes de telle sorte qu'en réalité, on ne part pas pour 300 km, mais on part pour, par exemple, 50 km de terrain à terrain, sans se poser naturellement. Sans se poser, ce sont des points tournants. Mais le jeune fait sa navigation sur 50 km, puis arrivé là, il l'a fait sur un autre tronçon de 50, de sorte qu'il n'est jamais plus éloigné de 25 ou 30 km d'un terrain de secours. Vous pilotez un avion depuis combien de temps? Moi, depuis octobre 68, je crois. Ouais, mai 68. 69. Bien, ça fait donc à peu près pour vous 2 ans et Ouais, un peu vous plus un an. Est-ce que vous avez subi un entraînement spécial pour faire le Tour de France? Oui, c'est-à-dire qu'on demande quand même un entraînement assez poussé en navigation et certaines épreuves plus spéciales qu'un pilotage normal. Bon, pour nous, ce sera une très bonne expérience au point de vue voyage. Oui, mais est-ce que plus tard vous avez l'intention de rester dans l'aviation? Bien sûr, oui, plus oui, tard on a si tous on les est là, deux c'est pour l'intention ça. de rester dans l'aviation parce que quand même l'aviation est un sport assez difficile sur le point de vue temps, sur le point de vue argent également et c'est vraiment parce qu'on aime ça, on veut en faire son métier, on veut essayer d'en faire son métier quoi. Ce sont les présidents d'aéroclubs qui engagent les jeunes pilotes en leur fournissant naturellement l'avion sur lequel ils vont voler. Il faut qu'ils aient moins de 21 ans. Il faut qu'ils aient moins de 21 ans. Pour les jeunes filles, nous les admettons jusqu'à 24 ans. En combien de temps est-ce qu'un pilote peut être formé, disons, pour faire le Tour de France, par exemple? Nous estimons qu'un jeune pilote qui a un entraînement régulier, un entraînement constant, peut avoir son brevet de pilote privé d'avion entre 50 et 55 heures environ. Eh bien, une expérience de 20-25 heures de voyage après ce terme doit lui permettre de faire le Tour de France dans toutes les conditions de sécurité souhaitables. La voile maintenant, la voile après le vol à moteur. Vous savez qu'une très importante compétition d'intérêt international va se dérouler à Newport et il s'agit de la Coupe America. Pour la première fois, la France est représentée dans cette compétition qui oppose les 12 mètres de jauge internationale. Mais pour l'instant, ce sont les Américains tenants du titre qui se livrent entre eux à une série d'éliminatoires. Je pensais que nous avions des images, les voici. Donc nous assistons précisément au début des éliminatoires entre les voiliers américains. Voici Wizerley et Intrépide et Valiant et Héritage. De ces 4 bateaux, un seul d'entre eux, le vainqueur bien sûr, rencontrera soit l'Australie, si l'Australie gagne sa confrontation avec la France, ou alors rencontrera le France, le bateau donc français pour la Coupe américaine. Les épreuves auront lieu, les épreuves capitales auront lieu au mois d'août à Newport. Voilà, Jacqueline Alexandre, maintenant je pense que nous allons un peu nous expatrier et nous allons parler pour votre rubrique
émission médicale ou rubrique médicale tout d'abord. C'est cela. Nous allons commencer par un sujet sur la médecine. En France, on a tendance à ne consulter son médecin que lorsqu'on est malade, alors qu'on a réussi à donner l'habitude d'aller voir son dentiste de façon préventive. Eh bien, on aimerait étendre cela à la médecine générale, et ce, avec le check-up qui remporte un grand succès au Canada déjà. Ordinateurs et automatisation sont utilisés déjà depuis longtemps dans la médecine. Au Canada, à Montréal, le laboratoire Cybernetics utilise ces techniques pour un domaine particulier de la médecine, celui de la médecine préventive. C'est le check-up électronique. Check-up électronique qui vous donne en 2 heures de temps un résultat complet de votre situation physique. Docteur, quelles sont les phases principales de ce check-up électronique ici à Cybernetics? Eh bien, le patient, on va lui donner un questionnaire assez complet, vous pouvez voir ici, de 167 questions. Disons que ce sont des questions qui vont lui demander s'il a eu telle et telle maladie, histoire de sa famille, et ainsi de suite. Puis, après avoir répondu à toutes ces questions, nous allons faire passer cet individu, ce patient, à un électrocardiogramme. Puis, après, nous allons à la chambre des rayons X, où il va avoir un radiogramme ordinaire pour détection de la tuberculose. Puis, nous allons à notre chambre de tonométrie. C'est là qu'on va mesurer la pression intraoculaire du patient. C'est de cette façon qu'on peut détecter le glaucome, qui, s'il n'est pas détecté, peut amener la complète cécité. Là, nous mesurons la fonction vitale des poumons, où nous essayons de détecter s'il y a des possibilités d'emphysème du point de vue de la personne. Nous avons aussi les tests d'audiogramme, de vision, pour voir si la personne doit porter des lunettes ou ainsi de suite. La pression du sang, la hauteur, du poids. Ensuite, nous faisons 21 tests biochimiques sur le sang. Et après ça, nous allons faire des analyses d'urine. Et en somme, tous ces tests vont être mis sur des cartes d'ordinatrice, comme vous voyez ici. Et ensuite, nous envoyons ça à notre ordinatrice. Et nous avons un rapport complet de l'individu, comme vous voyez ici, que nous envoyons au docteur, le médecin traitant. Le patient ne vient pas chez nous pour se faire pour un diagnostic. Le patient va uniquement chez le docteur pour le diagnostic, mais nous aidons le patient et le docteur de ce point de vue. Le patient n'a pas besoin de courir à droite à gauche pour aller faire des tests de rayons X au laboratoire. Et deuxièmement, le docteur a tous les résultats devant lui avant qu'il voie le patient. La machine ne remplacera jamais le médecin pratiquant. Il y a des choses que la machine ne peut pas faire du point de vue contact personnel avec le patient. Restons à l'étranger. Jacqueline Cora, dans son flash philatélique, nous parle et nous montre des timbres du Gabon à l'occasion de la visite du chef de l'État en France. Il y a 48 heures, le président de la République française recevait en visite officielle le président de la République du Gabon, M. Albert Bernard Bongo. Si nous ouvrons nos albums de timbres aux pages consacrées à ce pays, ceux-ci nous rappellent les premiers contacts de la France avec cette lointaine contrée de l'Afrique équatoriale. C'est au début du XIXe siècle que fut créé un établissement français dans la baie du Gabon pour les navires chargés de réprimer la traite des Noirs dont le Gabon fut longtemps le foyer. 10 ans plus tard était fondée Libreville qui recueillait les esclaves libérés. C'est à la fin de ce même XIXe siècle que la vallée de l'Ogooué fut explorée par Savorgnan de Brazza, qui sut se concilier pacifiquement les chefs indigènes. Il créa la colonie du Gabon, qui fit partie de l'Ouest africain, puis fut lié au Congo français pour devenir en 1910 une colonie de l'AEF. République membre de la communauté en 1958, le Gabon a acquis sa pleine indépendance en 1960, tout en restant membre de la nouvelle communauté. Son premier président fut M. Léomba, auquel succéda l'actuel président Bongo. Outre l'histoire du Gabon, les timbres évoquent aussi ses richesses naturelles. Le bois, en plus des bois précieux, la principale essence exploitée est le koumé qui sert à faire des contreplaqués. Les ressources minières, qui sont considérables, important gisement de manganèse dans la région de Moanda, d'uranium à Mounana, de pétrole aux environs de Port-Gentil. Mais nous ne saurions quitter le Gabon sans évoquer le docteur Schweitzer et l'œuvre immense qu'il a accomplie à Lambaréné.
Le Gabon, une jeune république dont les timbres reflètent les aspirations modernes. Trop de timbres dans le monde, tel est le cri d'alarme que lancent nos confrères transalpins. Depuis 120 ans que leurs timbres existent, la France et la Belgique ont émis chacune 2240 timbres. L'Espagne a atteint le total de 2246 émissions. La Roumanie, près de 3000, et la Russie bat tous les records avec près de 4000 timbres inscrits à son catalogue. Et notre confrère italien Lunita de conclure, l'incontinence est aussi une maladie en matière postale. Les flammes qui continuent de faire couler beaucoup d'encre depuis qu'elles sont placées à droite et non plus à gauche des timbres rappellent les manifestations qui viennent d'avoir lieu, en cours ou qui vont avoir lieu ce mois-ci. Je ne saurais trop conseiller à ceux d'entre vous qui s'intéressent aux flammes postales, et je sais qu'ils sont nombreux, et notamment aux jeunes, l'ouvrage de M. Fernand Deléam qui a été composé avec les élèves de sa classe. Il propose des conseils fort utiles en ce qui concerne la présentation, le classement, la conservation des flammes postales et aussi leur utilisation à des fins pédagogiques. Sur vos agendas, vous noterez à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 juillet l'exposition Cosmos et Aviation qui se tiendra au Palais des Expositions à Béziers dans le cadre de la grande semaine aérospatiale. Les 11 et 12 juillet, une exposition à la Maison du Tourisme à Bagnères de Luchon. Aux mêmes dates à Saint-Cyprien en Dordogne et enfin à Grandjean dans une petite localité de la Charente-Maritime dans un vieux relais de poste, exposition de marques postales du XVIIe siècle à nos jours. À La Baule vient de se dérouler le championnat du monde des cavaliers de concours hippique. Nous nous arrêterons donc aujourd'hui au chapitre consacré aux timbres dédiés au jumping. Je vous inviterai, si vous n'avez pas encore décidé du sujet de votre future thématique, à vous lancer sur le cheval au galop pour franchir les obstacles de l'embarras du choix. Nous allons maintenant passer à la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel 4 points. Eh bien, la bourse, qui avait déjà manifesté hier des velléités de reprise, présente aujourd'hui une meilleure figure. Beaucoup de titres sont en hausse et récupèrent ainsi une partie des pertes des séances précédentes. Toutefois, le volume des transactions reste faible et l'on note surtout des achats de la part des gros investisseurs et des organismes de placement. Comme vous pouvez vous en douter, les boursiers commentent ce matin le Conseil des ministres d'hier. Ils ont surtout retenu qu'il n'y aurait pas d'impôts nouveaux ni de majoration des impôts existants. Cela, c'est toujours une nouvelle agréable à entendre. Quant à l'augmentation de la masse budgétaire, qui sera d'environ 9%, elle semble indiquer que le gouvernement choisit l'expansion. Pour le reste, eh bien, on attend la rentrée de septembre. Dans 2 mois, on aura plus de détails sur la répartition des grandes masses budgétaires. On sait déjà qu'un effort particulier sera fait pour les télécommunications et pour les routes. D'ailleurs, les valeurs du matériel téléphonique, comme LMT, vous le voyez sur ce tableau, sont très fermes aujourd'hui. Mais ce qui a principalement entraîné la reprise aujourd'hui à la Bourse de Paris, c'est la remontée de Wall Street. La Bourse de New York a regagné hier 13 points, soit en pourcentage près de 2%. Cette hausse a été surtout sensible dans la seconde partie de la séance, lorsqu'une rumeur a circulé autour des corbeilles de cotation. Cette rumeur faisait état d'une éventuelle réduction par le Federal Reserve Board du taux d'escompte qui est actuellement de 6%. Le taux de l'argent, vous le savez, c'est un des points sensibles pour les financiers. Aussi, dès qu'on leur laisse entrevoir une possible détente des taux d'intérêt, ils deviennent plus optimistes. Mais jusqu'à présent, aucune confirmation officielle de cette rumeur n'a été donnée. En fait, depuis le début de l'année, Wall Street évolue en dents de scie. Les valeurs se replient pendant plusieurs séances, puis brusquement, une information, une rumeur, amène une remontée soutenue d'ailleurs par les investisseurs officiels. Ces derniers, plutôt que d'intervenir au jour le jour, préfèrent concentrer leurs efforts sur des séances bien déterminées. Devant ces actions conjuguées, Wall Street reprend donc pendant quelques jours et se replie de nouveau. Il ne faut sans doute pas s'attendre à un changement fondamental du comportement de la bourse américaine. Tant que les grands problèmes qui pèsent sur le marché, problèmes qui sont d'ordre monétaire et économique, mais aussi d'ordre social et politique, n'auront pas été résolus, les marchés financiers resteront dans l'incertitude. Sur ce tableau, vous voyez les valeurs américaines qui remontent en liaison avec la hausse de Wall Street hier. Sur les valeurs françaises, Thomson gagne 4,20 francs. La CGE, 415 deuxième cours. Et je voudrais voir le cours de Michelin, s'il est encore prêt à gauche, 1160 contre 1140 hier. Michelin remonte depuis quelques séances. C'est demain que doit prendre fin l'augmentation de capital de la société. D'une façon plus générale, les émissions, qu'elles soient d'actions ou d'obligations, touchent à leur fin.
Elles ont été fort nombreuses pendant tout le premier semestre. Et maintenant, il faut attendre la rentrée pour assister à de nouvelles opérations. Les sociétés, en effet, n'ont aucun intérêt à lancer des émissions pendant la période des vacances, à une époque où une bonne partie de la clientèle est absente. Toujours des hausses. La compagnie bancaire, 10 francs 50, la Générale des Eaux, 12 francs. Sur le marché de l'or, nous allons voir tout de suite, le lingot se replie à 6400, côté hier 6415, le Napoléon 57,80, la léger gain à 40 centimes. Sur le Pinet, le cours d'hier a été 158,40, je crois qu'on perd 10 centimes, un peu plus haut, voilà, 158,30, oui on perd 10 centimes, donc sans changement pratiquement. Eh bien c'était une bourse de Paris meilleure, et à vous Jacqueline Alexandre. Merci. Télémidi est terminé. Nos prochaines informations à 18h50.